N'hésitez pas à vous installer devant. Allez, on va attaquer. Eh bien, bonsoir à tous et merci d'être présents avec nous ce soir. Du coup, à cet événement organisé par Miral, industriel français spécialisé dans l'isolation thermique par l'extérieur, avec l'ensemble des participants et des parties prenantes au projet de la résidence, de la rénovation de la résidence Javary. Donc une table ronde qu'on a intitulée « Les acteurs du bâtiment face aux défis de la rénovation du patrimoine des bailleurs sociaux » parce que c'est bien l'enjeu et donc illustré par ce projet de rénovation de la résidence Javary. Donc avec nous ce soir pour nous accompagner et évoquer donc ce sujet, on a donc Julien Bagnat qui est directeur de Miral, Valérie Lesage, chargée d'affaires prescription Miral pour les Hauts-de-France et la Seine-Maritime, Loris Poitvin, directeur développement et patrimoine d'ICF Habitat Nord-Est, Guillaume Drelon, chargé de projet bureau d'études Manning, et puis Vincent Michalak, directeur de l'entreprise générale CEPIC Nord. Alors pour commencer, bien, on va s'intéresser justement à ce projet de réhabilitation de la résidence Javary, qui a fait l'objet déjà tout à l'heure d'une visite du site avec la presse. Et donc l'idée de cet événement, c'était de s'appuyer sur cette rénovation, sur ce projet, pour l'élargir donc à notre problématique globale. Et donc je donne la parole à Loris Poitvin d'ICF Habitat Nord-Est, justement pour nous présenter ce projet. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc la résidence de l'île Javary, c'est 95 logements collectifs en R+10, R+11 au sein du quartier Eura-Flandre à Lille. Une résidence qui donc construite dans les années 50 et qui a été réhabilitée dans les années 80 puis 90, et dans les années 90 il y a eu une surélévation et la fermeture des coursives, tout ça en structure bois, en ossature bois, et il a été décidé en 2018 de lancer la réhabilitation de ce patrimoine, une réhabilitation qui était très attendue politiquement dans le cadre d'un renouveau de quartier, donc porté par la ville de Lille, avec aussi une intention sur la qualité esthétique, puisque concerné par un périmètre ABF. Ouais. Donc je complète sur d'autres éléments, non? S'il vous plaît, ouais, peut-être en tout cas pour détailler les enjeux de cette rénovation. Oui, les enjeux de cette réhabilitation, donc au-delà de l'esthétique, effectivement pour nous c'était d'améliorer la performance thermique du bâtiment en passant d'une étiquette B à une étiquette C, en traitant des problématiques qu'on avait d'étanchéité des façades et des toitures, donc pour améliorer le confort de nos locataires, des problématiques aussi de ventilation. On a fait une rénovation globale, hein. Nous sommes intervenus sur le clos couvert. Je ne vais pas détailler tous les corps d'État sur le clos couvert, en partie privative, notamment sur tout ce qui était sécurité et réfection électrique et embellissement des pièces humides, et puis aussi sur l'amélioration des extérieurs par un traitement qualitatif. Alors du coup, quelles sont les problématiques que vous avez rencontrées pour cette rénovation? Parce que du coup, ils ont été nombreux, ces obstacles. Nous avons cumulé les obstacles sur cette rénovation. Effectivement, on a œuvré avec le groupement de maîtrise d'œuvre, avec Manning, puisqu'il y avait des problématiques amiante qui était assez forte sur la façade arrière, la contrainte ABF, ce sujet aussi donc d'ossature bois et de contrainte de la capacité de la structure à porter un poids, d'où l'orientation, mais je laisserai Manning et Miral en parler, voilà, sur cette solution Miral. On s'est
confronté au Covid, hein, puisque effectivement on était en plein dedans, donc avec tout plein de surcoûts, et on est passé d'un budget de 40 000 à 50 000 euros au logement à la fin. Voilà, et derrière, donc ce qui nous amène ce soir autour de cette table ronde, le sujet d'un ATEX pour la partie arrière des façades sur Cob, et je vais laisser les experts, les spécialistes et les industriels développer plus avant. Ouais, on va donner la parole du coup à Guillaume Drelon de Manning pour nous expliquer justement quels ont été les enjeux et comment vous avez répondu à cette problématique. On peut d'ailleurs peut-être faire tourner les quelques photos pour vous montrer ce qui était finalement le tout début. Là, donc là, on est sur un avant-après. Et là, on est finalement sur les photos au départ, avant la rénovation. Guillaume. Bonsoir à tous. Donc effectivement, cette réhabilitation de 95 logements avait un enjeu assez global. D'abord, dans un premier temps, sur la partie architecturale, l'esthétique du bâtiment. Redonner une nouvelle image à ce quartier, et puis ensuite c'est tout ce qui est isolation thermique par l'extérieur, l'amélioration de la thermique en vue de baisser les consommations d'énergie primaire du bâtiment. Donc c'est passé par plusieurs étapes, le diagnostic jusqu'à la consultation de l'entreprise, où pendant cette phase de conception, on a travaillé avec ICF, avec Miral, qui nous a accompagnés par rapport aux façades. C'est le sujet d'aujourd'hui, où on a une vraie technicité qui a dû être étudiée sur des supports qui sont différents, des technicités qui sont différentes, et j'allais dire innovantes, parce qu'il y a un ATEX qui a été formulé dans le cadre de ce chantier. Voilà, je ne sais pas si je m'étends sur l'étendue des travaux, je pense pas, je pense qu'on va plutôt sur le clos couvert. Ce qui va nous intéresser justement, c'est finalement la façon dont vous avez travaillé ensemble, puisque pour répondre à cette problématique, le fait singulier de cette rénovation, c'est que et le bailleur, et le bureau d'études, et du coup l'industriel, et du coup l'entreprise générale ont dû répondre ensemble à ce défi, quoi. Oui, il a fallu anticiper pas mal de choses le plus tôt possible pour limiter les surprises, que ce soit l'amiante, que ce soit la composition des structures, et les problématiques, que ce soit feu, le sismique, l'acoustique, tous ces paramètres-là qui concernent le bâtiment et la rénovation dans sa globalité. On est dans un secteur plein centre de l'île, à côté de la gare, avec des éléments acoustiques, avec un bâtiment de grande hauteur, avec des éléments, un regard sur le sismique qu'il fallait avoir. Thermique, on en a déjà parlé, avec là on devient BBC Rénovation, avec une étiquette B. Tout ce qui est performance feu, on est sur un bâtiment 4e famille des bâtiments d'habitation, où donc effectivement on a eu des C+D, les IT des C49, enfin voilà, j'en passe, où il a fallu vérifier un certain nombre de points dans la globalité, dans un premier temps du bâtiment proprement dit, et ensuite par rapport au matériau qui a été mis en place pour ce choix-là. Et effectivement, Miral a répondu à de nombreux points sur la structure, le fait de rajouter le moins de poids possible, de l'alléger même, d'alléger la façade, et puis répondre sur les performances au feu, et puis encore une fois cet ATEX sur lequel il fallait anticiper les procédures le plus tôt possible vis-à-vis du maître d'ouvrage, et pour la consultation de l'entreprise, qui a une grande part de responsabilité aussi là-dessus, dans le cadre dans la suite dans l'exécution des travaux. Et donc avec Miral et du coup Valérie qui a suivi le sujet, comment vous avez fait pour travailler ensemble, comment vous avez répondu à ce défi-là, quoi? Bonsoir à tous. Donc effectivement, ça a été d'identifier les différents supports qu'on pouvait avoir sur le projet, et notamment de soulever les problématiques réglementaires que pouvait soulever la partie de façade en construction ossature bois. Puisqu'en fait, donc on était en présence d'un bardage amianté qui commençait à tomber.
alors qu'il n'y avait absolument pas de fonction thermique, en fait, juste une fonction esthétique et d'étancher la façade, mais avec des ardoises qui tombaient. Par contre, en fait, entre l'époque où ça a été réalisé au début des années 90 et puis le début des études, en fait, 2018, on a tout le cadre réglementaire en France, en fait, qui a évolué, notamment sur les constructions ossature bois, et les avis techniques aussi auxquels on est contraint. Et en fait, il se trouve que sur le marché, il n'existait aucun produit de façade, en fait, qui permettait de réhabiller cette façade qui faisait 32,50 m de hauteur. Donc ça a été un des points soulevés, en fait, auprès de Manning, d'identifier les problématiques auxquelles on se confrontait. En fait, on avait tout ouvert par rapport à nos essais-feux, par rapport à tous les autres points acoustiques, sismiques, charges, en fait, qu'on pouvait rapporter. Et on avait par contre une restriction dans notre avis technique. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, le CSTB donne des avis techniques pour les systèmes non ventilés jusque 10 mètres plus pointe de pignon, sans aucune justification. Et pour les systèmes ventilés, en fait, jusque 18 mètres. Et après, au-delà, il faut passer par des procédures à texte. En fait, c'est pour ça qu'on a été amené à entrer dans ce type de démarche et de justifier, en fait, la faisabilité d'aller sur de telles hauteurs. L'enjeu sur une construction ossature bois, en fait, c'est l'étanchéité à l'eau pour pouvoir monter dans les hauteurs. Et donc, en fait, ça a passé par devoir réaliser des études. Alors déjà, le premier point, je pense, ça a été de valider la recevabilité de la demande d'ATEX auprès du CSTB, ce qui a été assez facile. Et ensuite, on s'est retrouvé avec 28 points, en fait, à justifier. Alors certains étaient déjà dans l'avis technique et n'étaient pas des points bloquants, en fait. Et après, on a eu trois gros points qui étaient alors la partie feu, puisque comme les façades étaient amiantées, il n'a pas été possible en phase conception, en fait, de faire les sondages. Donc il y avait le point de la conformité intérieure au feu, en fait, de la paroi qui avait été soulevé, à vérifier, en fait, toujours pour des raisons d'évolution de normes, c'est-à-dire que à l'époque, il y a un BA13 qui a été mis, et aujourd'hui, il faut 2 BA13 ou un BA18. Donc ce point avait été identifié, mais pas vérifiable. Au moment des sondages, il s'est révélé qu'effectivement, on avait une non-conformité. Donc là, Miral, avec Julien Bagnard, est intervenu, financé par ICF Nord-Est, mais on a pris en charge, en fait, peut-être que tu vas en parler, auprès d'Effectis, en fait, déjà ce point-là, en fait. Oui, parce qu'il y a une aventure réglementaire autour de ce projet-là. Voilà, c'est ça. Oui, effectivement, ce qui se passe dans cette approche d'ATEX, c'est qu'on découvre des éléments au fur et à mesure de l'avancement qui ont forcément également un impact budgétaire. Donc on se retrouve avec un chantier qui doit avancer et des coûts qui se rajoutent. Donc le but de cet événement aussi, c'est de se rendre compte que ces thématiques de réhabilitation technique, elles ne vont pas être exceptionnelles dans le futur, mais elles vont plutôt être assez courantes. Donc l'idée est de vous partager aussi les problématiques qu'on peut rencontrer, dont l'approche budgétaire. Et pour le coup, une des clés de la réussite, c'est vraiment la persévérance et le travail d'équipe, où chacun a pris pour sa part. Miral a pris une partie des surcoûts parce que ça lui permettait de progresser sur certains sujets. ICF également, mais là sans rentrer trop dans le détail, je dirais, de cette approche, ce qui est important de retenir, c'est vraiment le cadre qui doit être respecté dans ces réhabilitations. Avis technique pour la plupart, mais quand on va avoir des cas de figure un peu spécifiques, on va vite rentrer dans des démarches d'ATEX, de KB. Et alors Vincent Michalak, du coup, quel est le rôle de l'entreprise générale dans une telle réhabilitation, quoi ? Alors, notre rôle, bonjour à toutes et à tous, notre rôle a été une véritable aventure
Pourquoi ? Parce qu'à l'origine et la jeunesse de ce projet, pour le rappeler quand même, nous étions donc aux côtés d'Eiffage qui sont ici présents dans la salle, hein, et nous étions donc effectivement co-traitants spécialistes sur la rénovation énergétique. Et effectivement, quand on a répondu à ce dossier, on avait la notion de la mise en place d'un ATEX qui était une première pour nous. Je vous avoue qu'on n'avait pas imaginé vivre une telle aventure avec des délais qui se sont quand même étalés, hein, clairement, par rapport effectivement aujourd'hui au délai initial entre l'ordre de service et la livraison du chantier. Il a fallu effectivement intégrer dans cette période l'ATEX. De fait, si vous voulez, nos délais de chantier ne sont pas le délai du CSTB. Donc on a dû travailler aux côtés de Miral et nos équipes ont fait preuve d'une pugnacité quand même sans faille pour effectivement satisfaire le maître d'ouvrage qui également a fait preuve de compréhension sur l'étendue du délai parce que on a mis 2 ans hein, pour avoir effectivement, enfin 20 mois entre le moment où on a démarré les premiers dossiers techniques au niveau du CSTB et la validation du CSTB, c'était à plus ou moins 20 mois. Donc forcément un décalage d'opération de quasiment 10 ou 12 mois pour le maître d'ouvrage. Je vous avoue que ça n'a pas toujours été simple. Pour le maître d'ouvrage et du coup les occupants. Ça n'a pas toujours été simple pour le maître d'ouvrage et effectivement pour les occupants de l'immeuble. Mais néanmoins, on a eu l'écoute, le soutien, l'accompagnement. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut être fier. L'opération devrait être livrée sur le premier trimestre donc 2024. Mais je tiens effectivement, pour rebondir un peu à ce que disait Julien, c'est qu'une aventure comme celle-là, dans le bâtiment, hein, on n'est pas dans l'industrie, on est vraiment, nous, pour le coup, dans l'application. Si on n'est pas accompagné là, par l'industriel, techniquement, on n'y arrive pas. C'est vraiment... Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut, sur des projets futurs ou des projets un peu des moutons à 5 pattes, c'est que si on n'est pas solidaire et avec la volonté d'aller dans le même sens et n'en rien lâcher, je pense qu'on on peut être face à une des très grandes difficultés. Donc c'est un peu ce qu'on retient. Nous, on a beaucoup appris de ça. Et encore une fois, merci à tout le monde. C'est pour ça qu'on a choisi finalement ce projet-là à illustrer cette thématique globale. Du coup, quels sont les enseignements, vous, chez ICF Habitat, que vous tirez de cette rénovation spécifique-là avant peut-être d'élargir le sujet ? Alors, cette rénovation spécifique, simplement qu'effectivement, on anticipera peut-être différemment des sujets d'ATEX. On a tous été confiants collectivement sur l'obtention de cet ATEX et il faut dire qu'on s'y est repris à 2 reprises. On ne l'a pas dit, hein, mais on s'y est repris à 2 reprises. Et ça veut dire qu'on a fait avancer le projet, on a déposé les façades, on a mis un pare-pluie en se disant bon, ça va prendre quelques petits mois et ça a été un peu plus long. Et ça a un coût pour tout le monde dans l'installation de chantier, dans la durée du chantier. Et ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu très peu de désordre. Il y a eu 2 infiltrations donc, sur 95 logements, c'est rien. Voilà, ça s'est bien passé, mais effectivement, ça aurait pu être un peu plus délicat. Il faut mieux l'anticiper quand on peut avoir des sujets comme ça. C'est toute la difficulté aussi de se dire jusqu'où on va en études préalables avant de lancer une consultation d'entreprise. Et là, on était dans un schéma classique, mais à la limite que ce soit une conceptualisation, un dialogue compétitif, on aurait eu les mêmes difficultés. Donc oui, bien trouver le bon curseur pour pas non plus faire un excès de diagnostic et d'études et de perdre un temps en conception qui fait retarder un chantier qui finalement a quand même pu avancer par ailleurs, mais peut-être être un peu plus prudent. Valérie ? Si je peux me permettre, par contre, effectivement, après, une fois qu'on a eu l'avis de recevabilité de la part du CSTB, une des choses, ça a été de prioriser en fait les essais à réaliser. On a commencé par l'avis de chantier effectif, puisque si on ne validait pas cette partie-là, c'était pas possible de poursuivre en fait le projet.
La deuxième étape, en fait, ça a été de faire... Alors, nous, on avait fait une étude hygrothermique, en fait, en phase étude avec Manning, puisque la difficulté aussi d'une réhabilitation d'une construction Saturbois en milieu occupé, et quand on n'a pas de pare-vapeurs qui sont existants, et qu'on remet en plus un procédé non ventilé, c'est forcément un sujet à traiter. Et ça avait été traité en interne déjà par le bureau d'études Miral, en fait, où on a fait l'étude WUFI. Et la demande du CSTB a été de faire, alors au départ vérifié par le CSTB, puis après c'était notre rapporteur en fait d'ATEX qui nous a demandé de la faire certifier par le CSTB, ce qui a été fait en fait. Puisque je rappelle qu'on a un procédé non ventilé, donc peut-être un peu aussi une technique non courante sur de la construction Saturbois. Mais à chaque fois, les premières études qui ont été faites en interne chez Miral ont été revalidées par toutes les contre-études CSTB en fait. Et après, le dernier point, alors la particularité aussi d'un ATEX de KB, c'est que Miral, en tant qu'industriel, contrairement à un ATEX de KA, ne peut pas le porter. C'est forcément une entreprise de pose en fait, qui doit porter cet ATEX. Et c'est là qu'il a fallu prendre le relais. Et aussi que CEPIC gère la partie essai AEV, qui était en finalité le point qu'on était obligé de valider en fait, pour pouvoir aller au-delà des 10 mètres plus pointe de pignon. Et c'est vrai que c'est... du coup, peut-être raconter comment ça se passe un essai AEV. Sans rentrer trop dans la technique, mais globalement, effectivement, il y a eu une mobilisation et une maquette grandeur nature qui a été réalisée en atelier chez nous par Jordan Brevin, conducteur de travaux. Et cette maquette, en fait, donc, s'en va au CSTB sur les bancs, sur des bancs d'essai, et elle est soumise effectivement donc, à tout ce qui est pression, vent, etc., enfin eau, arrosage, pour aller vérifier si les points techniques effectivement de ce qu'on va poser dans la réalité peuvent être respectés ou pas. Donc c'est vrai que ça a été assez fastidieux. Un peu nouveau pour nous, même clairement nouveau. Donc encore une fois, on a beaucoup appris. Bon, c'est une belle expérience, mais c'est vraiment, moi, je tiens à souligner sur l'aspect des entreprises de façade. Aujourd'hui, le marché de la réhabilitation thermique par extérieur, on le sait tous, et comme vous le savez comme moi, c'est le chantier de demain, d'aujourd'hui. Et face à des complexités de ce type, je pense que nous aussi on a beaucoup appris et du coup on se prépare un peu différemment maintenant quand on est face effectivement à des... Voilà, donc je suis prêt à refaire un ATEX, pourquoi pas, mais Jordan, je ne le sens pas très... Jordan n'est pas prêt là. Il n'a pas l'air très motivé, mais bon. Mais pourquoi pas, voilà. Pour compléter, une réflexion me vient parce qu'effectivement, en tant que maître d'ouvrage, on construit et on réhabilite. Et effectivement, aujourd'hui, la réhabilitation prend le pas sur la construction. Quand on part sur une construction ossature, structure bois, modulaire, en général, avec la maîtrise d'œuvre, on se dit il faut identifier un bureau de contrôle qui est déjà une expérience en la matière. Et c'est vrai que ce réflexe-là, on ne l'a pas en réa et qu'on ne l'a pas eu sur le projet. Donc c'est peut-être l'enseignement aussi à retenir voilà, pour les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre qui sont dans la salle. C'est peut-être un point intéressant à retenir, certainement. Comme le fait que finalement chaque réhabilitation, à la différence du neuf, est presque une aventure, puisque chaque bâtiment est différent, a une histoire différente, a peut-être un nombre de réhabilitations déjà différents, et du coup qu'il faut gérer. Du coup, ce qui nous fait élargir le débat, et peut-être je demande à la régie de revenir juste à la slide précédente sur les enjeux. Et là où je vous ai mis quelques chiffres qui sont intéressants. Aujourd'hui, il y a plus de 5 millions de logements dans le parc locatif social en France, qui hébergent 10 millions de personnes. C'est 600 000 logements sociaux rien que dans les Hauts-de-France. D'ici à 2034, il y a 1 200 000 logements classés E, F et G au titre des DPE qui devront être rénovés. Donc on voit bien finalement les enjeux de rénovation. Et l'objectif de ces rénovations est double, limiter les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, mais tout en maintenant du confort pour les occupants, et puis en faisant en sorte de réduire leur facture, c'est bien l'enjeu.
Et finalement, quand on regarde les principaux freins qui sont rencontrés par les bailleurs sociaux, d'une part, ce qui arrive en premier, ce sont les problématiques financières, que ce soit les coûts, le financement des opérations, suivi de très près par la fameuse complexité des travaux à réaliser. C'est finalement ce qu'on a rencontré là et ce qu'ont rencontré du coup les différents acteurs. Donc finalement, si on passe à la slide suivante et que du coup on s'intéresse à ces problématiques, vous, si on élargit au-delà de cette résidence Javary, quelles sont les problématiques que vous rencontrez sur la rénovation du parc ? Alors, sur la rénovation du parc, je pense qu'on a tous en tête ici la problématique amiante, mais avec laquelle on compose maintenant depuis plus d'une décennie. Ça reste la principale, mais voilà, on va dire qu'on sait plus ou moins bien l'appréhender. C'est surtout une question financière, économique. Ce qui se pose, et c'est tout l'intérêt de la solution mise en œuvre par Miral, c'est aujourd'hui la réhabilitation va passer avant tout par le traitement de l'enveloppe et donc par l'isolation par l'extérieur. Et donc le sujet, c'est d'arriver à limiter au maximum, en tout cas pour un nombre important de bâtiments, la charge supplémentaire qu'on va venir ajouter sur les façades. Je dis ajouter parce que je ne vais pas dire comment on la fixe, ça c'est un sujet en tant que tel. Il y a un sujet étanchéité à l'air. Je pense que là aussi, je prêche des convaincus, mais c'est vrai que on nous parle beaucoup de labellisation BBC Réno en milieu occupé. C'est pas simple, c'est déjà pas très simple sur l'opération de Javary. On n'a pas encore finalisé l'amélioration de l'étanchéité à l'air sur l'opération. De la ventilation surtout, pas de l'étanchéité, excusez-moi, la ventilation. Et en individuel, milieu occupé, ma conviction personnelle, c'est que c'est du quasi impossible d'atteindre le niveau du label. Donc il y a un sujet. Je souhaite aussi souligner, ça a été pointé par d'autres bailleurs dans nos instances régionales via l'Union régionale par l'habitat, mais aujourd'hui, concilier éradication des passoires énergétiques, décarbonation du parc et lutte contre la fracture énergétique, donc diminution des charges, pour le moment, c'est contradictoire. Ouais. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est contradictoire. Et donc, on doit tous travailler, là, changer de manière de voir les choses pour trouver des solutions qui soient peut-être frugales, en tout cas en coût de charge demain pour nos locataires, et donc la nécessité de la réflexion en coût global dont on parle depuis longtemps, mais qui n'est pas toujours totalement mise en œuvre. Donc voilà, il faut vraiment qu'on intègre qu'on a changé de monde, et il faut qu'on tous collectivement on évolue sur ce point. Donc on voit bien les problématiques. Et alors du coup, pour les partenaires des projets, que ce soit un bureau d'études, que ce soit une entreprise générale, que ce soit un industriel, quelles sont les solutions que vous apportez à vos niveaux ? Peut-être commençons avec vous, Monsieur Michalak, vous avez le micro en main. Nous, les solutions, je ne vais pas parler de solutions, nous on va parler adaptabilité. Adaptabilité, pourquoi ? Parce qu'on est une entreprise aujourd'hui de pause, on est applicateur, donc on n'est pas industriel, on n'a pas les mêmes contraintes. Donc nous, on doit s'adapter aujourd'hui à la demande de nos maîtres d'ouvrage, de nos bureaux d'études sur un point de vue technique et de nos architectes sur un point de vue esthétique pour concilier effectivement le respect budgétaire du maître d'ouvrage, la partie esthétique de l'architecte et la partie technique de la maîtrise d'œuvre. Nous, l'adaptabilité, ça passe essentiellement aussi par la qualité de nos compagnons chantier, de la formation. J'entends beaucoup les pouvoirs publics où il faut accélérer la réhabilitation thermique. On parle de massification aujourd'hui, c'est un peu le mot à la mode. C'est effectivement, il faut massifier les opérations. Mais néanmoins, il faut qu'il y ait des gens formés en face. Mais néanmoins, la massification c'est une chose, mais il faut pouvoir poser les produits, il faut avoir effectivement les gens et les collaborateurs qui soient non seulement formés, qui soient efficaces, et on est sur une pénurie aujourd'hui de main d'œuvre. C'est notre plus gros sujet qui est quand même le sujet qui dure depuis de nombreuses années, c'est la pénurie de la main d'œuvre, c'est la complexité de la formation.
La complexité de la formation, sur la réhabilitation thermique, je précise qu'il n'y a pas de filière spécifique de formation d'applicateurs en isolation thermique par l'extérieur. Ça peut paraître quand même assez déroutant. Vu les enjeux, oui. Vu les enjeux, donc aujourd'hui on crée nos propres centres de formation internes. Donc nous, je vais vous répondre, nous c'est l'adaptabilité. C'est comment on va s'adapter à cette demande tout en restant performant économiquement pour tout le monde et pour nous aussi d'ailleurs. C'est vraiment, nous l'enjeu de demain il est là. C'est vraiment l'adaptabilité et comment effectivement on arrive à construire autour de nous et dans l'entreprise le compagnonnage et la fidélité aussi des collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise. Donc formation, montée en compétences. Voilà, exactement. Côté de la maîtrise d'œuvre, du coup, sur les solutions, ou en tout cas... Oui, nous, c'est vrai que quand on est consulté pour un projet, souvent on a plusieurs aspects à respecter, donc le thermique, le financier, on a le délai, et bien évidemment on a le bâti existant. Dans le cadre de la rénovation, on est obligé de s'adapter et chaque dossier est différent en fait. Donc aujourd'hui, nous, comment faire pour s'adapter, c'est de la précision, c'est passer le temps qu'il faut, de telle manière à ce qu'on puisse repérer de façon précise en fait chaque point singulier, les points vraiment qui sont spécifiques et qui en fait ont un impact bien souvent important sur l'étude thermique, sur la technicité. Là on a la texte par exemple sur Javary aussi, et d'être le plus précis, le plus avant-gardiste pour ensuite anticiper les choses et permettre aussi à l'entreprise de répondre plus précisément et donc à la fin d'avoir un coût optimisé au final pour le maître d'ouvrage. Donc vraiment c'est de la dentelle, j'ai envie de dire la réhabilitation, c'est à chaque fois on reprend, alors on se sert des expériences de divers chantiers de notre expérience, mais par contre on est obligé de se remettre en question systématiquement et puis forcément redécouvrir des produits pour adapter au mieux la réhabilitation et rentrer dans les enveloppes budgétaires et atteindre l'objectif thermique au final, quoi. Les objectifs qu'on nous a demandé d'atteindre. Là aussi de l'adaptabilité, et puis j'ai l'impression plus que jamais la nécessité de travailler ensemble, quoi. C'est pour de la maîtrise d'œuvre. Oui, ensemble bien sûr, donc nous on s'appuie quand même sur les industriels. Même c'est des échanges avec les entreprises, même par le réseau, des échanges. Là avec CEPIC, on sait qu'on a ce projet-là, on va tous en tirer des conséquences. On sait que si on a un projet qui va ressembler à Javary, on va peut-être anticiper le pare-pluie, par exemple, avec le désamiantage. Ce sera tout bénef pour le client parce que ce sont des coûts qu'on aura anticipés ou pas. Et donc, pour faire de la dentelle, comme je disais, pour prendre un peu ce terme-là, forcément il faut du temps. Malgré tout ça, c'est vrai que le client il est pressé aussi à atteindre et à remettre des logements performants à ses locataires. Et il ne faut pas oublier que nous c'est du temps passer dès le diagnostic et pour vraiment pour affiner et avoir une précision qui en fait qui peut engendrer de l'importance en exécution. Un problème réglé en étude, ça va prendre une journée, 2 journées. En chantier, s'il n'est pas réglé, ça peut prendre des mois, quoi. Voilà. Et alors du côté de l'industriel, parce que finalement l'industriel aussi, on a vu dans cette rénovation-là, son rôle devient aussi capital, quoi. Je dirais que pour le rôle de l'industriel, il est principalement en amont de tout ça, mais le maître mot, on le retrouve bien. Pour nous, on parle souvent de flexibilité ou d'agilité. Le but, c'est de concevoir une solution qui va être la plus flexible possible pour répondre aux enjeux qu'on va rencontrer sur les projets. Donc typiquement, Miral vient du monde du particulier. On voit bien que les bâtiments sont tous identiques et ça fait un petit peu partie de l'ADN de l'entreprise de trouver des solutions pour s'adapter. Typiquement, ça va être comment avoir une solution qui est en mesure de répondre au risque incendie sur un grand nombre de de bâtiments, qui va s'inscrire aussi dans le respect de la réglementation sismique, qui va avoir une résistance thermique qui va être certifiée,
qui va maintenant être en mesure d'avoir un impact carbone pour le produit qui va être le plus faible possible, qui va faciliter la mise en œuvre des entreprises. Tout ça, c'est un travail de conception de produits, parfois même de brevets déposés sur les produits, bien en amont. Finalement, c'est un pari sur l'avenir des problématiques qui vont être rencontrées pour finalement avoir un domaine d'emploi le plus large possible qui, sans aller à chaque fois justement dans un index de KB, puisse déjà répondre avec l'avis technique courant qui a été monté par l'industriel. Donc on voit bien la complémentarité qu'il peut y avoir entre les différents acteurs. Et en tout cas, le rôle de l'anticipation doit être porté, je dirais, par l'industriel sur l'ensemble de ces thématiques au point de départ, quoi. Alors, on l'a vu avec cette résidence Javary, finalement on s'est dit que chaque rénovation est une histoire et une aventure, et pour autant, bien aujourd'hui il faut qu'on arrive à massifier la rénovation. Et donc finalement, comment on y arrive à ça ? Alors, j'ai pas la réponse. Non, il n'y a pas de réponse unique. Il faut avant tout qu'on trouve effectivement une ou des méthodes adaptées et réplicables selon les familles de patrimoine. Je pense que ce qu'on doit apporter comme réponse en tant que bailleur social, et donc voilà, les bailleurs des Hauts-de-France avec l'Union régionale pour l'habitat ont conduit une étude justement en ce sens, c'est d'identifier des familles de patrimoine pour pouvoir proposer des solutions adaptées. Ça veut dire, ça peut être regrouper des patrimoines similaires. Et je vais prendre un exemple pour ICF Habitat Nord-Est. En regardant notre parc, on s'est rendu compte que sur le Nord-Pas-de-Calais, on avait des logements qui ont été construits dans les années 70 par la préfabrication, selon l'appel à projet qui avait été fait par un ministère qui ne s'appelait pas le ministère du Logement à l'époque, qui sont les modèles innovation. Les modèles innovation, on en a 3 types de collectifs, 760 logements, et 2 types d'individuels, 335 logements. En discutant avec certains de mes confrères bailleurs, on s'est rendu compte qu'eux, ils en avaient des milliers. Donc typiquement, on pourrait se dire que avec ces bailleurs-là, on fait un groupement de commandes et on fait des paquets de 500 logements pour pouvoir massifier. Mais ça va être 10, peut-être 20% du parc. Après, on a tous les patrimoines en diffus, où là, il n'y aura pas de réponse unique. Il faut juste qu'on trouve la bonne méthodologie pour aller vite, parce qu'il faut qu'on aille vite, et c'est ça la difficulté. Et il faut du coup qu'on trouve les méthodes pour faire avec la main-d'œuvre qui nous manque. Et donc peut-être en développant une centrale d'achat interbailleurs pour aller acheter des équipements techniques, aller faire peut-être des volumes d'affaires sur des prestations type avec des corps d'État, et donc arriver à trouver l'optimum performance investissement qui nous fait défaut aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus, où il n'y a pas en tout cas les subventions derrière pour pouvoir financer le surcoût auquel on est confronté. Oui, parce que c'est ça, en fait, massifier, c'est déjà faire en sorte de regrouper des projets, de faire en sorte qu'il y ait des commandes importantes, parce que finalement, sinon, l'industriel ne peut pas répondre à ça. Et du coup, comment l'industriel répond enfin voilà, quels sont du coup les enjeux pour l'industriel de répondre à ce besoin de massification ? Effectivement, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Je pense que la clé, c'est de regrouper les typologies de bâtiments, les contraintes, et pas se dire que chaque projet va être unique, parce que sinon on s'en sortira jamais au rythme auquel il faut qu'on avance. Donc il faut arriver pour moi à constituer des équipes projets performantes. Alors bien sûr, une solution comme Miral ne répondrait pas à l'ensemble des problématiques, mais typiquement se dire, tiens, cette typologie-là de bâtiment, et là ça fonctionne bien, on a un processus qui a été long à monter la première fois, la deuxième fois il est déjà 2 fois plus rapide, la troisième fois ça va beaucoup plus vite. Et là on peut accélérer et démultiplier. Je dirais que c'est surtout une contrainte organisationnelle. C'est une duplication de processus, de méthodes qui va permettre de démultiplier. Et c'est ça qui fait un petit peu défaut aujourd'hui, parce qu'on est capable de faire des très gros projets peut-être une fois ou deux, mais faire 10 000 fois un petit projet,
Là, c'est là l'enjeu en fait, et c'est ça qui se cache derrière le terme de massification, qui est aujourd'hui très difficile à être. Enfin, il est dur de répondre à cette problématique-là. Et là, on a une sorte de preuve de concept en fait sur un cas presque extrême dans sa complexité, qui prouve que la démultiplication peut être possible, mais il faut des équipes réduites. Il ne faut pas 200 projets différents à chaque fois, quoi. Et alors du coup, pour la mise en œuvre, si on doit faire 100 fois, 1000 fois la résidence Javary, c'est possible? Tout est possible. Non, mais effectivement, pour aller un peu dans le sens de ce qu'il vient de dire, quand je parlais tout à l'heure de massification, nous, sur nos lots, qui sont des lots quand même extrêmement techniques au niveau de la façade, je pense qu'effectivement, il faut repartir de la base, et c'est aussi une volonté, je pense, de nos dirigeants et de notre pouvoir public. Je parlais de formation et de filières spécifiques sur les métiers de l'isolation. C'est un strict parallèle avec ce qui vient d'être évoqué par le maître d'ouvrage ou l'industriel. C'est qu'en fait, c'est pas je massifie économiquement, je massifie au niveau industriel, il faut aussi massifier la filière de formation. Et si effectivement les trois axes s'alignent bien, les planètes s'aligneront et ce sera faisable. Et dernier point, il faut aussi que les architectes qui travaillent aujourd'hui sur un point de vue esthétique sur ces massifications, ça peut se faire aussi que si effectivement les projets sont dupliqués stricto sensu entre guillemets sur le même processus. Et donc effectivement ça fait quand même beaucoup d'équations, ça fait une grosse équation à remplir, mais bon, tout l'enjeu est là. L'enjeu est là aujourd'hui, on le sait. Voilà, nous on fera au mieux pour s'adapter. On n'est pas les seuls, heureusement, hein, sur le marché. On a de très bons confrères qui sont dans cette même philosophie. Et je rajouterai quand même par rapport à ça aussi, par rapport à mes confrères et nous-mêmes CEPIC, c'est aussi un choix pour le maître d'ouvrage, une garantie aussi au niveau de la qualité des entreprises d'application. Parce que le métier de l'isolation aujourd'hui, c'est pas un petit métier, c'est quelque chose de très technique. Donc il faut des entreprises. Il y a différentes entreprises, hein. Nous on est une taille intermédiaire, il y a des entreprises plus importantes que nous. Dans les projets de massification, je pense aussi que les majors du bâtiment ont toute leur place et bien au contraire, nous on peut avoir une volonté aussi à s'appuyer sur ces gens-là pour effectivement dans des projets communs s'associer sur des projets communs, mais il faut effectivement que le maître d'ouvrage s'associe à des entreprises spécialisées dans la façade avec la certification. Aujourd'hui on a les certifications Calibat, alors on prend ça des fois un peu à la légère, mais c'est pareil, c'est un vrai travail de fond, de certification, et je pense que des fois on passe un peu au-dessus de tout ça. Il faut valoriser il faut valoriser notre filière pour qu'effectivement ça intéresse les jeunes, que ça intéresse des gens en leur disant non, c'est intéressant, vous pouvez évoluer, vous pouvez faire carrière et bien gagner votre vie, parce que aussi c'est quand même le nerf de la guerre aujourd'hui, on le sait. Donc nous c'est aujourd'hui voilà ce qu'on peut faire dans ces projets de massification. Et alors du côté de la maîtrise d'œuvre, Guillaume, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde finalement de ce qui a été dit sur l'organisation? Effectivement, je pense que ça va rejoindre un peu ce que va rencontrer, par exemple, ce que tu viens de dire Vincent, c'est qu'on va avoir besoin de compétences, d'effectifs, parce que qui dit massification veut dire un volume. Moi, je peux pas faire des Javary x 30, c'est pas possible à moi tout seul. Donc vous non plus. Voilà. Donc forcément, il y aura, il faut que le BTP soit attractif, ça c'est clair de manière générale, que les entreprises, que ce soit la maîtrise d'œuvre, que ce soit les architectes, les entreprises exécutantes, petites et grosses, qu'elles puissent se munir de compétences et puis pour pouvoir répondre à une demande dans la rapidité toujours, mais de garder cette compétence et cette qualité. Et enfin, je pense qu'il faut qu'on communique aussi beaucoup parce que les expériences des uns va servir aux autres.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que finalement aujourd'hui on est sur une base de retour d'expérience qu'on vous partage. Je pense que plus il y aura de retours d'expérience sur des opérations de ce type, plus chacun pourra s'inspirer. Je pense que c'est ça. Et finalement, on vous demande de massifier, mais on vous demande aussi de décarboner. Du coup, vous le disiez tout à l'heure, pas simple quoi. Oui, c'est pas simple. Après, on a validé au niveau du groupe ICF Habitat une stratégie carbone autour de 3 axes. D'abord en augmentant considérablement le volume de rénovation énergétique. Pour ce qui concerne ICF Habitat Nord-Est, c'est une augmentation de 45% du volume de réhabilitation à 10 ans. Donc on sera sur un rythme de 510 logements par an dès l'année prochaine. Avec le besoin d'augmenter aussi la part de rénovation thermique performante. Donc les niveaux BBC Réno, à défaut d'aller chercher systématiquement le label, ou en tout cas pour nous étiquette B, gaz à effet de serre. Et donc oui, il faut réduire nos besoins énergétiques avant de songer au changement de vecteur. Donc il faut se focaliser sur la thermique, mais il y a un sujet d'arbitrage à faire aussi. Ça, c'est pas politiquement correct de le dire, mais il faut quand même que tout le monde en ait conscience. On se focalise sur la thermique, ça veut dire qu'on va avoir moins de capacité à investir sur de l'embellissement, je parle à l'intérieur des logements, ou sur des traitements plus esthétiques, alors qui ne sont pas le cas sur du collectif, mais qu'on nous demande souvent d'un point de vue politique de la part des élus sur des maisons individuelles. À un moment donné, voilà, on ne va pas pouvoir refaire tous les portillons, toutes les haies, tous les cheminements et compagnie. Il faut qu'on se focalise sur la thermique, c'est l'urgence. Le deuxième axe, c'est d'agir sur le mix énergétique. Donc on pourra atteindre nos objectifs par les réhabilitations, mais pas seulement. Et donc, on a augmenté nos budgets sur l'aspect vecteur énergétique de 30%, vers un potentiel de décarbonation. Évidemment, la priorité, c'est le raccordement au réseau de chaleur, mais sur nos parcs individuels, ça va être plus compliqué. Les études biomasse, des substitutions de chaudières individuelles gaz, alors par des packs ou autres, ça reste à inventer, sachant que nous, aujourd'hui, on sait que le 30% de budget en plus qu'on a mis là-dessus, c'est insuffisant, donc il faut encore qu'on aille plus loin. Et le dernier point, même si on parle ce soir essentiellement de réhabilitation, c'est aussi en construisant de manière ambitieuse. Donc on anticipe déjà les seuils 2025, voire 2028 de la RE 2020 sur toutes nos opérations en maîtrise d'ouvrage direct. On souhaite avoir 15% d'opérations bois. On a signé, comme je pense d'autres ici, le pacte bois et biosourcés Hauts-de-France. Et on challenge les promoteurs quand on est en VFA, parce que la VFA, c'est 50% de notre production de logements. Et on va dire qu'une bonne partie joue le jeu. Donc on est dans la bonne direction, mais... Voilà, on connaît le cap. Maintenant, il faut transformer et c'est pas facile, très concrètement. Il faut répondre à ça. Peut-être côté entreprise générale, côté du coup maîtrise d'œuvre, aujourd'hui finalement ces sujets, vous devez les embrasser, mais finalement vous devez suivre les enjeux, c'est ça, Vincent Michalek ? Oui, tout à fait. Nous, si vous voulez, on est obligé, encore une fois, de s'adapter et de suivre. Alors, vous parlez de décarbonation. C'est quelque chose dont, depuis 2 ans qui, effectivement, arrive systématiquement sur la table. Et les enjeux de nos PME ne sont pas les mêmes que l'industriel. Et on sait aussi que nous, on va devoir s'adapter à cette nouvelle demande qui va être une demande... même peut-être un choix demain de la part des maîtres d'ouvrage en disant effectivement on va sensibiliser les entreprises qui ont entamé un plan de décarbonation comparé à d'autres qui ne s'en sont pas préoccupés. Donc pour l'instant, à notre niveau, nous n'avons pas encore démarré ce plan, mais on sait qu'effectivement sur l'horizon 2024, deuxième semestre 2024, voire début 2025, même des PME de notre taille, on va être obligé effectivement d'actionner un plan de décarbonation pour nous adapter encore une fois à la demande et être un peu plus vertueux peut-être aussi dans notre façon de fonctionner. Bon, je sais que Miral a travaillé le sujet, lui, en tant qu'industriel depuis un certain
moment, mais nous on est effectivement on est vraiment à la phase de transition sur cette décarbonation et on n'a pas le choix et il va falloir qu'on y aille. Donc ça fait partie des plans stratégiques effectivement au niveau de CEPIC Nord. Alors côté Miral, on est en plein dedans. Ouais. Peut-être faire part de l'expérience que moi je Bien vis sûr. sur le Nord, en fait sur les Hauts-de-France. C'est qu'aujourd'hui, il y a des pactes comme Pacte Lille bas carbone Ouais. ou la charte FIBOIS qui ont été signés par certains maîtres d'ouvrage. Et donc, quand on arrive sur des sujets, des projets, en fait, on nous demande à nous les réponses qu'on peut avoir en fait, par rapport à ces pactes ou chartes. Et c'est là-dessus qu'a travaillé Miral, alors pas forcément sur la partie biosourcée, mais sur la partie recyclée en fait, des matériaux que je vais te laisser présenter. Oui, parce que Miral, du coup, a engagé une vraie démarche de décarbonation du coup, de son process. Et Julien. Pour rendre un petit peu les choses plus visuelles, je crois qu'il y a une présentation. Oui. Du coup, je vais peut-être me mettre devant parce que je ne vois pas l'écran. Ce sera plus simple. Voilà. Donc pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, chacun a son rôle à jouer. Le rôle typiquement de l'entreprise de Pose, me mettre là. Je le vois surtout dans la capacité à décarboner par la manière de le faire. C'est-à-dire que certes, il y a le rôle de décarboner votre propre travail, mais surtout vous êtes les petites mains de cette décarbonation. Parce que on a beau avoir des démarches, comme je vais vous présenter, d'industriels qui veulent décarboner les produits, si à un moment donné, il n'y a personne qui est formé pour poser ces techniques de pose, ça ne peut pas non plus fonctionner. Donc on voit que la décarbonation, elle est un petit peu différente quand on est un bailleur, quand on est un industriel, quand on est une entreprise de pose. Et là, je vais donc vous présenter la démarche plutôt industrielle, qui consiste à, dans le cadre de fabrication de produits isolants comme nous, donc on a vocation à faire des économies d'énergie et donc à décarboner, parce que l'énergie qu'on consomme pas, c'est du carbone qui est économisé. Mais du coup, le produit qui est fabriqué, il ne faut pas que lui-même il soit carboné, sinon ça n'a pas de sens. Il va falloir parfois plusieurs années pour rembourser la dette carbone qui a été investie dans le produit de départ. Donc le rôle d'un industriel, c'est vraiment de réduire au maximum l'impact de son produit. On peut passer sur la slide suivante. Voilà, donc en deux mots que vous compreniez le produit. Donc nous, on a un produit qui fait 50 cm de largeur, qui va faire de 1,50 m à 14 m de longueur, donc qui est fabriqué en continu sur une ligne de fabrication qui est située à côté de Dijon. Vous verrez une petite vidéo tout à l'heure qui illustrera en mode immersion dans le process de fabrication. Et on peut encore continuer la slide. Voilà. Il y a trois types de poses principaux. Donc il faut imaginer qu'en fait nos panneaux vont se poser sans ossature et sans lame d'air dans les deux principaux cas, qui sont le cas de la partie haute et de la partie du milieu. Et où on a donc un isolant complémentaire qu'on vient mettre en dessous de notre panneau. Et donc dans ce cas, on s'affranchit d'une ossature qui permet de gagner du temps à la pose, qui permet de supprimer la lame d'air ventilée, donc de réduire le risque incendie. Faut savoir que l'ossature, c'est 1/3 de l'impact carbone aujourd'hui sur les façades. Donc quand on n'a pas d'ossature, on gagne aussi du carbone. Voilà, il y avait juste cette diapo-là pour vous rendre compte un petit peu du produit. Voilà, donc il y a eu 3 constats majeurs qui ont été faits. Le premier constat majeur, c'est que pour décarboner nos produits, il fallait notamment travailler sur les matières premières en priorité. En fait, à notre échelle, on s'est rendu compte que 90% de l'impact du produit, c'était les matières premières qu'on utilisait. C'était pas typiquement le mode d'énergie de l'usine de fabrication à côté de Dijon, ni même les déplacements des véhicules pour faire nos livraisons, c'est la matière première. Donc typiquement, 70% de notre impact c'était l'aluminium, 20% c'est l'isolant pire et 10% le PVC. Donc ça c'est vraiment le premier constat qui a été fait. Le deuxième, c'est que si on veut réduire l'impact, il y a un intérêt fort d'aller vers des matériaux qui vont être recyclés. Et quand on parle de matériaux recyclés, il faut comprendre qu'il y a des déchets, à la base c'est des déchets qui sont soit post-production, donc qui n'ont pas encore eu leur vie, c'est des déchets industriels principalement, et il y a des déchets qui sont post-consommation.
Un vrai déchet, c'est celui qui a eu une vie pendant parfois des années et qui peut être réintégré dans un produit. Donc on a volontairement dissocié les deux approches pour se dire on va se cibler vers cette typologie de déchets post-consommation qui a vraiment déjà vécu toute sa vie. Et le troisième point, c'est vraiment d'améliorer le recyclage des produits, que ce soit les déchets industriels ou les déchets fin de vie. Donc il faut savoir que ces constats-là, on les a faits il y a maintenant 3 ans. Ça a été la première étape qui correspondait à bien comprendre vers quoi on voulait aller pour décarboner. Donc ça commence par notamment la recherche de gisements post-consommation. Et quand on travaille sur le cas de l'aluminium, typiquement, en fait, on s'est rendu compte que certes, on a un produit qui à la base est composé d'aluminium, de PVC, de polyuréthane, donc qui ne sont pas des matières qui font rêver à la base sur le volet carbone. Mais en réalité, c'est vraiment on a pris le problème un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a tellement fabriqué ces matériaux-là depuis des décennies, en invisibilisant les déchets qui ont été produits, qu'en réalité, il y a une montagne de déchets qui est accessible et qui peut devenir une nouvelle forme de gisement. Et on s'est dit, comment aller les chercher pour les intégrer dans nos alus, comment aller les chercher pour les intégrer dans nos rives en PVC ou dans notre mousse. Et on a fait de la canette, de la bouteille et de la vieille fenêtre les symboles de cette démarche qui nous ont notamment amenés à choisir de nouveaux fournisseurs, à refaire de nouveaux avis techniques. Là, on peut passer à la diapo d'après. La réflexion sur la fin de vie, c'est typiquement une démarche où on est en mesure de déconstruire les produits. L'aluminium va être enlevé, il va être refondu, réintégré dans de nouveaux parements. Donc là, on est dans une boucle circulaire fermée. On va avoir le PVC qui va être ôté du matériau fin de vie et qui va être regranulé et réintégré dans de nouvelles rives. Et on va avoir la mousse qui, quant à elle, va être réemployée pour refaire un isolant sur un nouveau chantier, pour rallonger sa durée de vie de plusieurs décennies également. On va passer sur la suite. Et ça nous amène également à aller vers de nouvelles formes d'isolants complémentaires, typiquement des isolants qui vont être recyclés. Je vais vous laisser passer un isolant ici. Vous pouvez regarder ce que ça représente. Donc c'est un isolant qui est 100% fabriqué à partir de bouteilles PET et qui est complètement compatible avec la pose de nos produits. Donc ça typiquement, c'est du plastique qui a été capté et transformé en un produit isolant. Donc plutôt que de le remettre dans une bouteille qui va durer quelques minutes, on le met dans un produit qui va durer 50 ans. Et du coup, en dépolluant aussi la nature de la problématique du plastique. Donc cette nouvelle forme finalement de l'utilisation de déchets pour en faire des usages plus vertueux. Et on va aussi de plus en plus vers des isolants qui vont être réemployés. Typiquement, les déchets de fabrication de l'usine sont retransformés en isolants complémentaires qu'on va intégrer dans de nouveaux projets, de nouveaux modes constructifs. Donc tout ça pour dire qu'il y a une démarche qui se centralise d'abord sur le panneau, mais qui va jusqu'au choix de l'isolant complémentaire qui va être utilisé derrière. Voilà, donc l'objectif clairement pour Miral, il est d'intégrer dans son panneau, que je vais vous faire passer également. Tenez, vous pouvez aussi voir la légèreté du produit. Et donc dans ce panneau-là, l'aluminium est fabriqué à 75% à partir de déchets fin de vie. Donc le parement que vous verrez passer, dedans il y a des canettes, il y a des plaques d'immatriculation, il y a des déchets de déconstruction de bardage. Donc sur l'alu 75%. Si on s'intéresse à la mousse, donc sur la mousse on a un pourcentage moindre, mais on a quand même 5 à 6 bouteilles plastiques qui sont recyclées dans chaque mètre carré qui sont fabriqués. Et sur le PVC, on a 50% de PVC recyclés issus de déposes de menuiseries existantes fin de vie. Donc finalement, en résumant un petit peu la démarche, avec des vieilles canettes, avec des vieilles fenêtres et avec des bouteilles PET, on arrive à monter à des niveaux d'intégration de matières recyclées qui dépassent les 50% sur un produit comme Miral. Et du coup, en s'associant avec l'isolant que vous avez dû voir passer également, on arrive
à une approche qui est un petit peu singulière, qui est là c'est la diapo juste d'après, voilà, qui est de concevoir un système avec un panneau fabriqué à 50% de déchets et un isolant complémentaire fabriqué quant à lui à 100% à partir de bouteilles PET recyclées, ce qui amène à produire la première façade ITE, en fait, qui est fabriquée à 80% à partir de déchets et qui est dans une optique de décarbonation, puisqu'aujourd'hui elle va représenter un impact carbone inférieur à 30 kg de CO2 par mètre carré posé, tout système confondu, qui est en dessous des principaux impacts des systèmes concurrents, qui bien souvent nécessitent un parement, une ossature, bois, métal ou aluminium, et un isolant. Et quand vous faites la somme des trois, aujourd'hui on est généralement entre 40 et 90 kg de CO2 par mètre carré sur ce type de façade. Donc c'est un résumé de la démarche où chacun a une approche différente, que ce soit l'entreprise, la maîtrise d'ouvrage ou l'industriel. Mais en tant qu'industriel, le but est vraiment de s'inscrire dans une décarbonation de ses propres produits en allant réduire les gisements là où ils peuvent être réduits le plus rapidement possible. Donc ça, c'est le plan de décarbonation qu'on a engagé en fait entre 2023 et 2025. Donc chaque certificat, chaque avancée, chaque nouveau matériau validé nous permet de réduire toujours un petit peu plus l'impact du produit. Ça, c'est quelques chiffres. Alors qu'on est en phase finale de certification de la démarche, mais typiquement sur le bâtiment qu'on a vu tout à l'heure, on est sur une couleur qui est déjà issue de la décarbonation, puisqu'elle est fabriquée à 75% à partir d'alu recyclé. Et rien qu'en agissant sur ce volet-là, c'est déjà 540 tonnes de CO2 qui ont été économisées. Ça peut paraître un chiffre qui veut tout et rien dire, donc j'ai voulu mettre quelques comparaisons. 540 tonnes de CO2 par an, c'est 2 millions de kilomètres avec une voiture thermique à essence, et c'est 40 fois le tour de la Terre. Donc Miral, c'est loin d'être un géant de l'industrie. On produit environ 300 000 m² par an, donc on est un acteur naissant mais pas un acteur majeur. Le simple fait de travailler sur l'aluminium et le choix des matériaux recyclés dans le parement, en réalité c'est déjà beaucoup. Sachant que ça c'est que le début de la démarche, puisque derrière le PVC recyclé va permettre de décarboner également dès février, parce que c'est une démarche qui s'engage sur 2024, ainsi que la mousse à partir des bouteilles PET, donc c'est vraiment une démarche globale. On peut tourner la diapo suivante aussi. Là je vais passer un petit peu plus rapidement, mais c'est pour montrer que quand on rentre dans une démarche de certification, c'est long, ça prend du temps. C'est un peu ce qu'on a eu dans le cadre du chantier rue Jabari, mais là il faut un nouvel avis technique, il faut des nouveaux assermis, il faut de nouvelles certifications, il faut valider les fiches FDES pour avoir un impact carbone qui va être certifié. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et on a également mis au premier plan la transparence de cette démarche, parce que pour avoir une forme de confiance auprès des différents clients, c'est important qu'on puisse dire vers où on veut aller, donner les explications de notre démarche. Et donc on a un site dédié pour tout ça. Et je pense qu'on arrive à la vidéo qui clôturera la table ronde et qui permettra à tout le monde d'aller boire un coup. Mais donc ce qu'on a fait, c'est une petite vidéo qui dure 1 minute 30. L'enjeu de cette vidéo, c'était que n'importe qui, ne connaissant pas nos produits, puisse comprendre l'origine des matières, le processus industriel fabriqué en France qui permet de construire le panneau que vous avez dû vous faire passer, et puis le volet esthétique, la mise en œuvre sur chantier. Donc on va lancer la vidéo. Là, si on rappuie une fois, normalement ça part. Voilà. Donc en fait, les 3 matières premières sont la canette, la bouteille PET et la menuiserie PVC. Donc si on s'intéresse à l'aluminium, on voit ici des déchets de canettes d'aluminium qui sont compactés, qui rentrent en fusion et qui créent des bobines pré-laquées. Si on s'intéresse au plastique, donc on va avoir des chips PET qui vont être formés à partir de ces bouteilles et qui vont ensuite être intégrés dans notre mousse isolante. Et sur le volet PVC, en fait, c'est des vieilles fenêtres qui vont être déconstruites, broyées, dépolluées pour fabriquer des rives d'emboîtement. Donc là, on est chez Miral,
Donc on a l'extrusion de nos propres rifs PVC qui sont fabriqués à partir des vieilles fenêtres. Ensuite, on a les bouteilles, les canettes dans les bobines qui arrivent. On rentre dans le processus industriel ici. On arrive à l'injection de la mousse isolante fabriquée à partir des bouteilles. Le panneau est découpé sur mesure et il part sur chantier. Donc là, typiquement, très facile à manipuler, grande longueur, et il va faire des projets. Là, c'est un projet de 10 000 m² qui a été réalisé récemment, qui change complètement le visuel d'un bâtiment de ce type-là, quoi. Et tout ça à partir de déchets qui contribuent du coup à décarboner le produit. Donc voilà par rapport au produit. Et pour terminer, que vous puissiez vous projeter aussi, parce que le but c'est pas uniquement de décarboner, il faut aussi avoir un visuel esthétique assez attractif pour que les projets puissent se faire. Donc je termine juste avec quelques exemples de réalisation. Donc là on est sur une rénovation d'ampleur de 20 000 m². Là on est sur des bâtiments qui vont avoir des panneaux de grande longueur avec un effet miroir. Ici on est sur un joint debout aléatoire où on vient disposer un petit joint dans l'emboîtement de notre panneau qui peut donner des esthétiques très différents. Là, un bâtiment qui allie à la fois un bardage bois qui va être fait par une autre entreprise et un bardage plutôt blanc proposé par Miral. Là, on est sur une complémentarité assez forte où tout est issu du même produit. La partie haute, c'est donc un joint debout et les parties inférieures, c'est également du Miral, sauf qu'on ne vient pas mettre le joint d'emboîtement entre les deux. Donc pareil, du joint debout en façade sur une salle de sport. Là également, on est sur la réhabilitation de logements collectifs, où on voit qu'on peut jouer avec les couleurs. Là, voilà, on a un bel exemple où on peut s'amuser avec les longueurs des panneaux, les couleurs, les variations de teintes. Pareil, je crois, sur cette photo-là, où on jongle à la fois sur du joint debout et des façades plutôt de couleurs unies. Des couleurs beaucoup plus vives comme celle-ci, ou encore, si on passe sur les derniers projets, une forte proximité du littoral sur des bâtiments neufs ou en réhabilitation, même si aujourd'hui 80% de ce qui va être fait par nos produits, ça va plutôt être de la réhabilitation. Et voilà, et parfois de la surélévation COB également sur des bâtiments existants. Voilà, et je pense qu'on arrive au terme de cette présentation avec le bâtiment qui se situe à quelques centaines de mètres d'ici et qui conclut, je dirais, sur la démarche. Merci Julien. Avant peut-être de passer au cocktail, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques dans la salle? Sinon, je vous laisse poser directement vos questions autour d'un verre lors du cocktail. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Merci à nos 5 interlocuteurs pour leurs propos éclairés. Et puis je vous invite à passer au cocktail. Merci.